Troisième partie de ce 16e cours sur le marxisme, le dernier cours de la deuxième année. Alors, vous voyez un petit peu dans quel état on est aujourd'hui, dans quel état est la pensée humaine au fond d'elle-même. Alors ça, ce qu'on dit là, peu de personnes, comme on l'a signalé, peu de personnes le savent, peu de personnes connaissent le fond, le fin fond de toutes ces choses-là. On a seulement les aspects attirants, extérieurs, c'est-à-dire le communisme, bon, tout le monde est frère, tout le monde se donne la main, et le petit doit avoir de quoi vivre correctement, et il est injuste qu'il y a des riches, etc., qui s'en mettent plein les poches alors que les autres meurent de faim. Bon, tout ça, c'est beau, c'est très attirant. Mais en dessous, on ne connaît pas le fin fond de la doctrine. Alors, où est cet aspect communautaire, cet aspect de partage et de justice sociale dans tout ça? C'est un autre aspect de ces doctrines, mais le fond de la doctrine, il est là, si vous voulez, la base. On verra que ça remonte à loin, ça remonte d'Héraclite, je ne sais pas si on le signale ici. Mais ça remonte à Héraclite, le 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein. C'est pas nouveau. Et ça partait d'un bon, je sais pas si on va le dire, sinon je tâcherai de penser à vous le signaler, sur quoi tout cela est fondé. Donc, voilà, avec donc Hegel, pour rappeler en gros, avec Hegel, on arrive à la dernière étape, si on peut dire, de l'idéalisme, qui est un idéalisme absolu, où il n'y a plus ni sujet pensant, ni réalité, mais il n'y a plus que la pensée qui se développe elle-même, et tout cela à partir de contradictions, hein, pour accorder le fait qu'il y a des contradictions dans le monde, que les hommes ne sont pas d'accord, et que ça crée des conflits, et puis que malgré tout, l'histoire continue de se développer, il a trouvé le moyen bon, j'explique ça un petit peu rapidement, mais il a trouvé le moyen d'arranger tout ça en disant que la pensée, cette pensée unique, sans sujet ni objet, se développe à travers les contradictions qui sont fécondes, qui engendrent de nouvelles, je ne sais pas comment ils appellent ça, des nouvelles données, et ainsi de suite. Et c'est une succession de contradictions et donc de destruction, parce que quand on accorde des contraires comme ça, voilà, c'est plus que des contraires, la contradiction, hein, c'est l'extrême des contraires. Quand on veut accorder des contraires, par exemple le chaud et le froid, quand on met par exemple de l'eau froide sur une chaudière bouillante, vous voyez ce que ça fait, hein. C'est ça le développement historique de ces gens-là. Donc Hegel en est arrivé là, et Marx et Engels vont utiliser cela, mais de façon, alors ils retournent cela comme un gant. Bon, je ne sais pas comment trop vous expliquer comment ils retournent ça comme un gant, mais eux, cette contradiction, ils vont la transposer du point de vue matériel. Si vous voulez, chez Hegel, c'était du point de vue de la pensée, et Marx et Engels vont le transposer au niveau matériel, parce que pour eux, il n'y a plus d'immatériel, il n'y a plus de matière. Enfin, il n'y a même pas de matière, il n'y a plus rien, puisqu'il n'y a plus rien de vrai, il n'y a plus de réalité, il n'y a plus de... Alors avec Hegel, il y avait encore la pensée, mais avec Marx et Engels, il n'y a même plus de pensée. Et la pensée, c'est le produit du cerveau, c'est quelque chose de matériel, et en même temps, le cerveau lui-même est le produit de la matière, du développement historique de la matière. Bon, on a vu tout ça, bon, c'est... Et en fin de compte, ce qu'ils retiennent dans tout ça, c'est que le résultat de tout ça, c'est qu'il y a des forces contraires qui entrent en lutte
pour, pour détruire. Hein. Le but, c'est la destruction. Et donc, on répète ce qu'on a dit tout à l'heure, l'histoire humaine n'est rien d'autre que la succession des révolutions économiques et s'explique entièrement par les révolutions économiques. Hein, ou alors, où on a des régimes de travail ou de production qui sont sans que des forces contraires entrent en lutte pour le détruire. Vous voyez, on est au niveau de la destruction. C'est-à-dire, si vous voulez, transposition de Hegel à Marx et Engels, c'est que au niveau d'Hegel, c'est la pensée qui se détruit elle-même par les forces contraires que sont les contradictions. Et chez Marx et Engels, c'est transposé au niveau matériel, et ce sont les contradictions au niveau matériel qui vont s'opposer et qui vont se détruire, c'est-à-dire qui vont détruire la matière et ce qui sera produit, c'est-à-dire la production humaine en fin de compte, hein, la production du travail qui va être, bon, je ne sais pas comment ils expliquent ça, bon, on va continuer, hein, de toute façon, ça va se préciser. Alors, quelle sera la destinée? Donc, troisième partie, quelle sera la destinée humaine avec de telles conceptions? La réponse à cette question est fondamentale. Bon, ce qu'il faut retenir, si vous voulez, peu importe l'explication, puisque de toute façon, il n'y a pas d'explication, puisqu'il n'y a plus de connaissance, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de réalité, il n'y a plus rien. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'on est le principal de cette philosophie, si on peut appeler ça une philosophie, c'est la destruction. Destruction au niveau pensée avec Hegel et destruction au niveau réel, pour nous réel, dans notre vie quotidienne, notre vie de travail, notre vie économique, etc. Vous voyez, c'est le centre, si on peut appeler ça un centre d'intérêt de cette philosophie-là, c'est la destruction. C'est ça qui est grave. Hein. Et on voit d'où ça vient. Hein. Ceux qui cherchent à détruire ce monde et à rendre la vie de l'homme impossible, hein, c'est ce qu'on appelle l'esprit du genre humain, c'est-à-dire le prince des ténèbres, hein, le Satan. Hein. Quelle sera la destinée humaine donc avec de telles conceptions? La réponse à cette question est fondamentale, car on ne peut rien comprendre aux attitudes et au comportement des communistes si on ne l'a pas bien comprise. Même eux-mêmes, il y en a certainement beaucoup qui ne connaissent pas le fond de la philosophie. Hein. Alors, en tout cas, ils mettent en pratique ce qu'on leur dit de mettre en pratique. Hein. Alors, puisque pour le marxisme, l'homme n'est rien d'autre que la force matérielle qu'il exerce, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, alors l'homme sera d'autant plus qu'il exercera une force matérielle révolutionnaire plus puissante pour tout transformer et tout détruire. Vous voyez, la destruction toujours, vous voyez. Et l'homme sera d'autant plus qu'il exercera une force, puisqu'il est une force matérielle. Hein, il sera d'autant plus qu'il exercera une force matérielle révolutionnaire plus puissante pour tout transformer et tout détruire. Et par conséquent, l'unique mission de la philosophie sera de déterminer la plus puissante action matérielle révolutionnaire à exercer dans l'opportunité, hein, suivez bien, sans cesse variable de l'instant présent, et rien d'autre ne comptera que la puissance et l'efficacité matérielle de cette action révolutionnaire. Donc l'unique devoir d'un marxiste est de dire, d'écrire et de faire à chaque instant ce qui est le plus efficace pour l'action révolutionnaire à réussir dans l'opportunité sans cesse variable de l'instant présent. Et toutes les attitudes, tous les comportements des communistes seront déterminés par cette unique préoccupation qui seule compte pour eux, l'efficacité de l'action révolutionnaire à réussir, à laquelle tout doit être subordonné. On voit encore une fois, bon, et là vous avez l'explication de
tout ce qui se passe dans le monde, c'est la révolution. Vous voyez, vous avez ça en Algérie, là, bon, j'ai déjà signalé, oui, on a réussi à changer le gouvernement, bon, disons, à éloigner l'ancien président, mais il y a encore un gouvernement qui reste, ben on veut l'enlever aussi. La révolution continue. Vous voyez ça chez les Arabes aussi, le printemps arabe, enfin, bon, les Algériens en font partie. Soi-disant printemps arabe, vous voyez, on présente ça sous des aspects où tout va s'arranger, on va avoir, on le dit pas, mais on laisse croire que derrière il y aura un printemps. Vous voyez, printemps, ça veut dire qu'il y aura l'été après, etc. Et en fait, c'est la destruction qui continue. Hein. Il n'y a aucune amélioration dans aucun pays arabe du monde. Hein. C'est toujours la guerre et la révolution partout. Au Liban, on voit ça en ce moment là. Bon, le Liban n'est pas complètement... Enfin, si, oui, d'origine arabe. Bon, enfin, peu importe, arabe ou pas arabe, de toute façon, c'est pour... je parle des Arabes pour situer, pour localiser les choses, mais c'est un peu partout pareil. Hein. Alors, on voit encore une fois la différence fondamentale entre le marxisme et le matérialisme courant de l'homme de la rue, auquel Marx et Engels adressent la pire injure qui puisse se concevoir pour eux, c'est-à-dire celle de matérialiste contemplatif ou doctrinal ou dogmatique, hein, l'homme de la rue. Pour ce matérialisme courant, en effet, il y a une réalité de la matière à connaître telle qu'elle est, et donc une attitude contemplative pour la regarder, une doctrine à affirmer à son sujet, et donc une attitude doctrinale. Bon, là, je suis Jean Dejas, en gros, dans ce qu'il a étudié lui-même. Je n'ai pas vérifié. On en connaît les grandes lignes dans les... Comment dire, dans les études de la structure, la philosophie au cours de l'histoire. C'est impossible d'ailleurs, on ne peut pas lire on ne peut pas étudier tous les traités dans le détail. On est obligé de prendre des sortes de résumés par ceux qui ont étudié dans chaque partie les grandes lignes des doctrines. Hein. Il y a d'autres choses à faire d'ailleurs, hein. J'ai d'autres choses à faire que de passer des heures et des jours à étudier le marxisme, si ça a été fait par quelqu'un d'honnête comme Jean Dejas. Pour le marxisme, puis d'autres de chez nous, si on peut dire. Hein. Pour le marxisme, il n'y a ni vérité à affirmer, ni bien à rechercher. Tout cela n'existe pas. Il n'y a qu'une action révolutionnaire à exercer, et seul comptera l'efficacité de cette action révolutionnaire. Pour se rendre compte combien tout ceci est vrai, on peut citer un texte fondamental de Marx, où il répond à une objection. L'objection est celle-ci. Si je considère l'état présent des forces matérielles, n'y a-t-il pas là une réalité à regarder pour la connaître et une vérité à affirmer? Jusqu'à là, la logique semble correcte. Que répond-il? Marx. Devant un état de choses quelconque, je n'ai jamais à le regarder pour le connaître, mais à agir sur lui pour le transformer et le détruire. Vous voyez, hein? On voit à quel point il est fidèle à ses affreux principes. Staline suivra la même logique de mort. Si je vois bondir un chat, dit-il, on me dira que c'est une vérité à connaître, que ce chat est objectivement vivant. Alors, continue-t-il, je tue le chat, et il n'est plus vrai que ce chat est vivant. Le marxisme n'est donc pas une vérité à affirmer, une doctrine à enseigner, comment le pourrait-elle après tout cet héritage des fausses philosophies? Un bien à rechercher, tout cela n'existe pas pour le marxisme. Il y a uniquement pour lui une action révolutionnaire à exercer et à réussir. On pourrait objecter que les communistes écrivent et parlent. Ne présentent-ils pas alors ce qu'ils disent et écrivent comme une vérité? Eh bien, on dit absolument pas.
Et eux-mêmes nous en avertissent dans des textes très significatifs. Ce qu'ils disent ou écrivent n'est jamais l'affirmation d'une vérité ou l'enseignement d'une doctrine, chose qui pour eux n'existe pas, mais une propagande pour entraîner dans l'action révolutionnaire à réussir. Il faut faire pénétrer dans les cerveaux les idées forces, vous voyez, dont je vous parlais tout à l'heure, les idées forces les plus efficaces pour entraîner dans l'action révolutionnaire à réussir, et l'on en changera du jour au lendemain, selon les conditions de l'action qui sont perpétuellement contradictoires. Vous voyez. Des expressions qui pour nous sont péjoratives, comme bourrage de crâne, ne l'est pas pour un marxiste, car il faut précisément faire pénétrer dans les crânes les idées forces les plus efficaces pour entraîner dans l'action révolutionnaire à réussir, dont le but est la destruction. Et donc, quand les communistes disent et font le contraire de ce qu'ils ont dit et fait la veille, ce n'est pas une heureuse évolution, comme on le disait de leur part, présageant une possibilité d'accord avec eux. Ce n'est pas non plus une scandaleuse hypocrisie, c'est la triste logique d'une philosophie pour laquelle oui et non, affirmer et nier n'ont plus de sens. Il faut seulement faire et dire chaque jour ce qui sert l'action révolutionnaire à réussir, et du jour au lendemain, le programme peut changer du tout au tout, selon les conditions de l'action, qui sont perpétuellement contradictoires. Voyez ? On perdrait son temps à rechercher la conversation, le dialogue, l'accord avec des gens qui nous préviennent eux-mêmes le plus clairement du monde que le lendemain, il se peut qu'ils fassent et disent exactement le contraire de ce qu'ils ont signé la veille. Bon, vous avez sûrement vous pouvez retrouver des exemples dans l'histoire, hein, dans les accords gouvernementaux, par exemple, entre plusieurs pays, dont certains communistes. Il ne faut pas, il me semble qu'en Russie, j'ai vaguement dans la mémoire quelque chose comme ça, et dont on a entendu parler dans les actualités il n'y a pas très longtemps, là où la Russie avait dit qu'elle ferait quelque chose et qu'en fait elle ne l'a pas fait du tout. Il ne faut pas non plus penser que pour le marxisme, l'action révolutionnaire serait, comme toute action chez nous, en vue d'un bien, d'un but à atteindre. Le marxisme rejette tout bien, tout but à vouloir, tout autant qu'il rejette toute vérité à affirmer. Pour un marxiste, l'action révolutionnaire n'est pas un moyen en vue d'un but. L'action révolutionnaire est voulue en elle-même et pour elle-même. Ce qu'on vient de marquer là dans la diapo. Le but, c'est l'action révolutionnaire. Quelqu'un objectera, mais pourtant, les communistes proposent des buts, l'idéal de justice sociale, comme on le disait, aux masses prolétariennes, l'idéal patriotique aux masses russes ou chinoises. Oui, c'est la propagande, le bourrage de crâne de l'idée force, pour entraîner dans l'action révolutionnaire, dont on changera du jour au lendemain, selon l'opportunité de l'action. Oui. Ne pensons pas que pour un véritable marxiste, l'action révolutionnaire serait un moyen, et la justice sociale et le bonheur du prolétariat un but. Marx nous provient, dans des textes fort clairs, que le bonheur est un idéal tout juste bon pour de petits bourgeois, et que la justice est une notion idéologique creuse et vide de signification. Bon, ça, là, je fais confiance à M. Jean Dejas. Quand M. Marchais proposait aux masses le bonheur et la justice, il se moquait d'elle. Pour un marxiste qui se respecte, la misère du prolétariat n'est qu'un moyen d'engendrer l'action révolutionnaire. L'action révolutionnaire étant voulue en elle-même et pour elle-même. Ne croyons pas non plus que pour le marxisme, il y aurait une nature humaine qui demeurerait à travers les révolutions économiques
Dans cette philosophie, si on peut appeler ça comme ça, rien ne dure, il n'y a pas de nature humaine, mais l'homme se crée lui-même par son action. Et à chaque révolution économique, c'est une humanité nouvelle qui apparaît, sans communauté de nature avec les humanités précédentes. Nous trouvons donc là le plus total athéisme qui puisse exister, puisqu'il ne subsiste plus rien en dehors de l'action matérielle de l'homme, qui pourrait avoir Dieu pour créateur. C'est une philosophie pour laquelle il n'y a rien d'autre que l'action matérielle. Toutes les formes de pragmatisme qui établissent la primauté de l'action par rapport à la contemplation, qui ne reconnaissent que Marie dans l'Évangile, qui ne reconnaissent pas que Marie dans l'Évangile a choisi la meilleure part, conduisent inévitablement au marxisme, la forme la plus totale de la primauté de l'action. Par exemple, le capitaliste du XIXe siècle, quand il faisait passer des préoccupations de réussite et de rendement avant le service du bien et de la justice, plantait un arbre dont le communisme était le fruit inévitable. De même, les chrétiens qui font passer des préoccupations de réussite et de rendement avant la contemplation et la reconnaissance de soi-même, le faire avant l'être, déroule le tapis rouge au marxisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas avoir ses préoccupations, c'est ce qu'on appelle proprement l'évangélisation, mais elles ne doivent pas passer avant l'essentiel qui est de recevoir le message de Jésus et de le transmettre en application d'abord pour nous-mêmes et en nous-mêmes. Il faut être avant de faire, car on ne fera qu'autant qu'on sera. Et il y en a maintenant, aujourd'hui, il y en a eu et il y en a des gens qui regardent plutôt l'action, et c'est un peu logique, remarquez, dans le sens, quand on fait quelque chose, on aime bien que ça réussisse, et puis que le rendement soit bon. Si on travaille pour l'évangélisation, on serait content que beaucoup de personnes se convertissent, ça c'est normal, mais ce qu'il ne faut pas, c'est faire passer cela avant la contemplation. Vous voyez, tout ça, ça doit dépendre de la contemplation. Contemplation qui, elle, va nous transformer bien plus qu'une simple connaissance naturelle. De ce que nous venons de voir, il résulte, comme on l'a signalé au début de ce cours, que le communisme est exactement l'anti-religion, ce qui prend le contre-pied de la religion. Car toute attitude religieuse authentique est avant tout un regard de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu, comme on vient de le voir dans l'entretien spirituel, puis comme on l'a signalé déjà plusieurs fois depuis le début de ces cours, c'est-à-dire une attitude contemplative. Et le marxisme est l'exclusion radicale et absolue de toute attitude contemplative pour n'admettre que l'action matérielle et sa réussite. On l'a compris maintenant. Plus précisément, le communisme est aux antipodes du christianisme et en prend le contre-pied en tout, puisque tout le christianisme est fondé sur l'amour, alors que tout le communisme est fondé sur la haine, évidemment, puisqu'il s'agit de le but et la destruction. Lunacharsky a écrit « À bas l'amour, nous ferons cultiver la haine, seule efficace et féconde pour animer la lutte. » Pour le marxisme, il n'y a qu'une lutte de force matérielle qu'il faut toujours animer par la haine. C'est logique, dans leur logique à eux. Dans la logique, je veux dire, de leur système. Si toutefois il en reste encore un peu. Le christianisme prêche le détachement des biens matériels. Le communisme est la recherche exclusive des résultats matériels. C'est pourquoi le pape Pie XI, dans son encyclique Divini Redemptoris, a dit
que le communisme est intrinsèquement pervers, hein, et qu'on ne peut trouver aucun terrain d'accord et de collaboration avec lui. Et vous comprenez pourquoi? C'est comme si vous essayiez de tendre la main pour une réconciliation à quelqu'un qui n'a qu'une envie de vous donner un coup de poing dans la figure. Et le résultat, on pourrait objecter que Pie XII et Jean XXIII ont dit qu'il peut y avoir accord et collaboration entre chrétiens et incroyants sur le terrain de la vérité, de la morale et du droit naturel. Mais même cela n'est pas possible avec le marxisme, car nous venons de voir qu'il est précisément exclusif de toute vérité, de toute morale et de tout droit d'ordre naturel. Vous voyez, c'est incroyable, hein? Et ça réussit à passer, c'est ça qui est incroyable, c'est que les gens ont fini par avaler ça. Paul VI, dans son encyclique sur le dialogue, dit qu'on peut dialoguer même avec les athées quand ils reconnaissent quelques vérités ou quelques éléments de morale d'ordre naturel, mais il ajoute « sauf lorsque la dialectique ne met plus l'expression de la pensée humaine qu'au service de résultats utilitaires. » Ceux qu'on appelle progressistes par manque de compréhension du fond du problème disent que malgré qu'ils ne soient pas marxistes, puisqu'ils ne sont pas matérialistes et athées, ce désaccord de doctrine avec les communistes ne les empêche pas de collaborer à leur action révolutionnaire. Les progressistes, donc je pense que là on parle de gens qui sont plus ou moins dans l'Église. Alors on dit qu'ils n'ont rien compris parce que nous venons de le voir, le marxisme n'est pas l'enseignement d'une doctrine, mais une action révolutionnaire à réussir. Et donc collaborer à cette action révolutionnaire, c'est forcément être marxiste. Et puis surtout dont le but est la destruction, donc aucun intérêt à collaborer à cette action révolutionnaire, sinon on n'a plus rien à voir avec les chrétiens. Les progressistes prennent pour prétexte pour s'allier avec les communistes le fait que leur adversaire est commun, qui est le capitalisme. Ah oui, ça serait intéressant aussi, d'un point de vue superficiel. Mais si nous sommes contre le capitalisme, c'est parce qu'il est matérialiste et ne recherche que les résultats matériels. Et donc, la plus forte raison, un chrétien doit être encore plus contre le communisme, car celui-ci est encore plus matérialiste et recherche plus exclusivement encore les seuls résultats matériels. Donc, on peut absolument pas être chrétien et être communiste en même temps. Dira-t-on que l'adversaire commun est le fascisme? Si nous sommes contre le fascisme, c'est qu'il est totalitaire et le communisme est encore plus totalitaire. Pour illustrer cette impossibilité de toute collaboration avec le communisme, on peut prendre un exemple très simple. Supposons, dans une branche d'industrie, de graves injustices sociales auxquelles on n'a pas pu porter remède par des voies pacifiques, ce qui amène à l'obligation de déclencher une grève. On pourrait penser que dans ce cas, syndicats communistes et syndicats chrétiens vont collaborer contre un adversaire commun. Eh bien, pas du tout. Pourquoi? Parce que le syndicat chrétien, s'il est vraiment chrétien, qui malheureusement le seul peut perdre sa valeur, comme dit Jésus, le syndicat chrétien va rechercher ce qui est juste et par conséquent présenter des revendications possibles à satisfaire. Autrement, elles ne seraient pas justes, et pour les faire aboutir, il ne se résigne pas à la lutte. Il ne se résigne à la lutte que comme un moindre mal inévitable. Vous voyez. Ce qu'il veut surtout, c'est la paix dans le rétablissement de la justice et donc que les justes revendications soient le plus vite possible satisfaites.
Le syndicat communiste, lui, ne veut ni la justice dont il se moque, ni la paix. Son but est la lutte. Il va présenter des revendications exagérées, impossibles à satisfaire, pour qu'elle ne puisse aboutir et que la lutte dure et se développe de plus en plus. On voit ainsi la différence radicale entre les deux attitudes. Vous voyez, des fois on dit, par exemple, les communistes font des grèves, etc. On va dire, ouais, ben c'est parce qu'il faut que le syndicat existe, il faut qu'il se montre du fait que les gens payent leur adhésion, il faut bien qu'ils se manifestent de temps en temps pour justifier son existence. Ben non, c'est pas le but, c'est pas ça, c'est l'action révolutionnaire. Plus précisément, en quoi consiste cette action révolutionnaire marxiste? Au moment où Marx et Engels recherchent la gigantesque action révolutionnaire capable de tout transformer et tout détruire, ils trouvent un terrain parfaitement adapté à ce projet dans la condition déplorable et inhumaine du prolétariat du XIXe siècle. Et là, c'est vrai qu'il y a eu des injustices flagrantes, des gens qui travaillaient jusqu'à 14 heures par jour et qui n'avaient pratiquement rien pour vivre, dans des conditions de travail pas possibles. Alors une classe d'hommes dont les conditions de vie seraient insuffisantes, mais qui aurait tout de même quelques propriétés et quelques droits, pourrait être partiellement révolutionnaire en demandant des améliorations, mais ces hommes ne seraient pas totalement révolutionnaires, car ils voudraient au moins garder ce qu'ils ont. Le prolétariat du XIXe siècle, lui, n'a rien à conserver. Rien ne l'attache à l'ordre social existant. Il est donc prêt à être totalement révolutionnaire. Ce sera donc le milieu de choix pour la découverte de Marx et d'Engels. Et c'est là que sera lancée l'action révolutionnaire marxiste de classe, c'est-à-dire du prolétariat. Il s'agira alors de modeler dans le prolétariat la conscience de classe révolutionnaire, et dès que cette conscience sera ainsi formée, le marxisme y sera né. Le marxisme suppose toujours à son fondement la condition prolétarienne, que ce soit celle du XIXe siècle, des ouvriers de l'industrie en Europe et en Amérique, ou que ça a été au XXe siècle la condition des populations indigènes des territoires colonisés d'Afrique et d'Asie. Vous voyez ce qu'on disait de la colonisation qui a été décriée et qui a été visée pour être détruite. Vous voyez d'où ça vient aussi, dont on parlait au cours précédent. Et partout où l'on supprime la condition prolétarienne en réalisant un ordre social authentique, comportant de véritables hiérarchies fondées sur les fonctions exercées, on rend le marxisme impossible. Le marxisme suppose toujours la division de l'humanité en deux catégories, et deux seulement, entre lesquelles il n'y ait d'autre différence que d'être possédant et non possédant, de manière à pouvoir introduire l'opposition et la lutte entre elles. De là, on passera à la lutte de classe du prolétariat, figure du marxisme bien connue de tout le monde. Vous avez ça, vous connaissez l'extension de tout cela dans le monde quand vous parlez à des gens, comment dire, on allait dire ordinaire, l'homme courant. Il est toujours en train de dénoncer la différence de situation entre les riches et les pauvres. Et sous-entendu, les riches, il faut leur prendre leur pognon et puis le donner aux pauvres. On a vu que, de toute façon, même dans la réalisation, la réalisation effective,
Ça n'a pas de sens. Hein. Il faut savoir aussi que les riches, ils n'ont pas seulement pris la meilleure part du gâteau, ils ont su faire fructifier leur bien aussi. Hein. C'est pas seulement un injuste accaparement de biens qui pourraient être partagés entre tous, c'est aussi faire fructifier les biens qu'ils ont eux-mêmes. Hein. Il y a des gens, pas mal de gens, enfin je ne connais pas la proportion, mais il y a des gens qui sont partis de rien et qui sont arrivés à être riches. Donc eux, ils n'ont rien volé. C'est peut-être pas sûr quand même. Il y a des paroles d'écriture qui disent on ne peut pas être riche et ne pas être injuste. Mais bon, voilà. Alors ainsi, on a bien compris maintenant la tactique. Rien d'autre ne comptera pour le marxisme que l'efficacité matérielle de cette lutte des classes. Seulement le prolétariat individuel est un impuissant. Donc, la seule chose qui comptera sera la puissance matérielle collective du prolétariat, organisée pour la lutte avec une discipline de fer, et le prolétaire individuel ne sera qu'un instrument de la puissance matérielle collective du prolétariat organisé, d'où le collectivisme. Oui. Et quand le prolétariat se sera emparé collectivement des instruments de production, on aura alors la puissance matérielle collective de production du prolétariat organisé pour transformer la nature par son travail. Le prolétaire en tout cela ne sera qu'un rouage de cette puissance matérielle collective de production du prolétariat organisé. Et voilà le communisme. Ça, vous avez ça dans tous les pays communistes. L'individu compte pour du beurre. Hein. Qu'en est-il de la dialectique avec sa thèse et son antithèse? La thèse, c'est l'action révolutionnaire qui se pose en s'opposant à l'ordre qui doit être détruit. C'est la lutte contre la propriété, car celle-ci constitue une attache pour le travailleur et l'empêche d'être totalement révolutionnaire. Le prolétaire doit être un non-possédant total pour être tout entier à son action révolutionnaire de classe. Le pire adversaire sera donc la petite propriété répartie entre tous. Au contraire, on favorisera la grande propriété capitaliste concentrée, qui laisse en dehors d'elle une grande masse prolétarisée, prête à l'action révolutionnaire. Ouais. Ce sera encore la lutte contre la famille, facteur d'enracinement, de continuité et de stabilité. Le prolétaire doit être sans famille pour se donner tout entier à l'action révolutionnaire de classe. Ce sera la lutte contre la patrie, elle aussi facteur d'enracinement, de stabilité et de continuité. Le prolétaire doit être sans patrie pour être tout entier à son action révolutionnaire de classe. Ou, si on préfère une autre formule, il aura pour seule patrie la partie internationale, et vous reconnaissez les choses, hein, constituée par la classe prolétarienne de tous les pays. C'est l'époque d'un hymne comme l'Internationale. Oui. Évidemment, ce sera la lutte contre l'armée, puisqu'elle défend l'ordre social à détruire. Enfin, ce sera la lutte contre... On est en plein dedans en ce moment. Hein. Je vous rappelle, tous ces gens qui cherchent à tout détruire, voyez ça, hein. Il y a les gilets jaunes, bon, il y a des revendications, mais à côté de ça, ou dans cela, il y a tous ces gens qui cherchent à tout détruire. Hein. Enfin, ce sera la lutte contre la religion, car en tournant les espoirs du prolétaire vers un au-delà, elle l'empêche d'être tout entier à l'action matérielle et à réussir sur la terre. Et c'est une monstruosité pas possible. Hein. Alors maintenant, l'antithèse. Eh bien, quand a été constitué l'État communiste, alors la seule chose qui comptera pour le marxisme sera la plus grande puissance matérielle de l'État communiste, à laquelle il faudra tout subordonner.
Donc, il faudra récupérer pour cet État communiste les facteurs de puissance qui ont précédemment servi les États bourgeois à détruire, d'où des attitudes contradictoires avec les précédents, conformément à la dialectique. Vous voyez ? Si l'État communiste, pour être puissant, a besoin d'une forte natalité, et si la famille est le meilleur moyen pour l'obtenir, il faudra alors encourager et protéger la famille. Bien sûr, l'État communiste doit être le plus militariste des États et avoir la plus puissante des armées avec une discipline de fer. C'est un facteur de sa puissance. Bien sûr, les citoyens de l'État communiste doivent être les plus patriotes du monde. C'est un facteur de sa puissance. Quant au communiste légalement citoyen d'un autre État, il doit considérer l'État communiste comme sa seule patrie et en servir tous les intérêts. J'ai connu ça chez mon père et puis ses copains qui étaient communistes. Ils avaient une admiration, pour pas dire une adoration pour la Russie. D'où vis-à-vis de sa patrie légale des attitudes successives contradictoires entre elles, selon les fluctuations de la situation diplomatique et militaire de l'État communiste. Si sa patrie légale est une alliée utile pour l'État communiste, alors il doit être, dans sa patrie légale, le plus militariste et le plus patriote de tous les citoyens. Mais si, à un autre moment, sa patrie légale devient une gêne pour l'État communiste, alors il doit reprendre dans sa patrie légale la lutte antipatriotique et antimilitariste. Vous voyez, ça, si vous regardez bien, vous relisez l'histoire avec ça, vous voyez clairement les choses. Lénine et Staline ont dit que pour abattre les puissants États d'Europe et d'Amérique, il faudra les engager dans des luttes épuisantes et interminables contre les révolutions nationalistes indigènes des peuples colonisés d'Afrique et d'Asie. On peut penser au Vietnam, entre autres. Donc, dans ces pays, le communisme doit être à l'avant-garde des révolutions nationalistes. Mais le plus typique sera l'attitude vis-à-vis de la religion et sera commandé exclusivement par les intérêts de la lutte révolutionnaire à réussir. L'enseignement doctrinal anti-religieux, comme tout ce qui est doctrinal, n'a aucune valeur. Lénine le traite de dilettantisme d'intellectuel bourgeois. Si la religion est un obstacle à la lutte révolutionnaire, on aura une attitude révolutionnaire. Mais si, pour réussir la lutte révolutionnaire, on a besoin de la collaboration d'éléments ayant une religion, par exemple des prolétaires chrétiens pour la révolution prolétarienne ou des indigènes musulmans pour les révolutions nationalistes d'Afrique, alors il faudra tendre la main à la religion pour entraîner ceux qui sont dans la religion, dans la seule chose qui compte, la lutte révolutionnaire à réussir. Et vous voyez là, les Daesh et tout ça, dans quelle mesure le communisme n'y est pas. Et on sait que l'Iran, bon, j'ai vu ça de loin, mais on disait qu'en Iran, il y a un moment de ça déjà, le socialisme était très, très prégnant. Le communiste est prêt à toutes les alliances et par conséquent à toutes les concessions et toutes les compromissions. La seule chose qui compte pour lui, c'est l'adversaire du moment présent. Et bien entendu, il n'y aura aucun problème à trahir ensuite ces alliances quand l'opportunité aura changé. Lénine a écrit « Notre moralité est déterminée uniquement par les intérêts de la lutte révolutionnaire, pour laquelle il faut être prêt à toutes les compromissions, à tous les stratagèmes, à toutes les ruses, à toutes les duperies et à tous les mensonges. » Sur cette attitude vis-à-vis de la religion, Marx a
texte significatif où il dit « Il ne faut pas combattre la religion du dehors par un enseignement doctrinal anti-religieux. Il faut détruire la religion du dedans en entraînant le prolétaire chrétien tout entier dans l'action révolutionnaire à réussir sur la terre. Par là, on l'aura vidé de toute disponibilité pour une vie quelconque de religion. » Voyez ? Le marxisme n'est pas un intellectualisme doctrinal, c'est un athéisme pratique qui supprime Dieu de la réalité de l'existence humaine. C'est pourquoi ils s'intitulent eux-mêmes les sans-dieu militants. Lénine illustre cela avec l'exemple d'une grève. Il écrit ceci. La réussite du mouvement gréviste doit passer avant tout. Serait donc nuisible à cette réussite la division des prolétaires entre ouvriers et chrétiens, et par conséquent un enseignement anti-religieux. Il faut, dit-il, entraîner le prolétaire chrétien dans la lutte révolutionnaire, qui l'amènera à l'athéisme 100 fois mieux qu'un sermon athée. On voit avec quelle clarté ces choses sont dites. Nous l'avons vu tout à l'heure, en commençant que toute la philosophie moderne conduit au marxisme. Dans la crise de civilisation aujourd'hui, où une civilisation s'effondre, semble-t-il, il n'y a pas de tiers-chemin possible entre le christianisme et le communisme. Le monde de demain sera communiste ou chrétien. Nous avons signalé combien la jeunesse intellectuelle actuelle s'intéresse au communisme. Et la jeunesse intellectuelle d'aujourd'hui, c'est la civilisation de demain. Si nous voulons échapper à la mise en esclavage de toute l'humanité, devenant un rouage de la production collective, il n'y a pas d'autre voie possible que le christianisme. Et si malgré tout ce qu'on vient de dire, on n'est pas totalement convaincu du danger du communisme et que son but n'est que la destruction par action révolutionnaire, on peut donner des chiffres comparatifs. La Deuxième Guerre mondiale a causé entre 40 et 60 millions de morts. Le communisme a fait, tenez-vous bien, entre 85 et 100 millions de morts. Et le bilan, d'après les historiens, est provisoire. Et là, on parle de ça il y a 30 ou 40 ans déjà, ou 50 ans. On en a parlé aux responsables du Parti communiste français. Il a répondu que ça ne changeait rien pour eux. C'est un aveu de leur but. Et ça, c'est ce genre de genre. Hein. Le problème n'est pas du tout de faire de l'anticommunisme. Hein. On a vu qu'on ne peut battre le communisme sur son terrain parce qu'il n'a pas de terrain. Notre rôle doit être un rôle positif de reconstruction d'un ordre chrétien, de conversion ou de reconversion des hommes au christianisme. Il n'y a pas d'autre solution possible. Les communistes ne doivent pas être pour nous des adversaires à abattre, mais des hommes à convertir à Jésus-Christ. D'où l'importance de nos cours, vous voyez, tous nos cours sur la connaissance, les 5 cours sur la connaissance. Vous voyez, au début, on aurait pu prendre ça pour quelque chose d'excessif, hein, et à la limite d'inutile. Vous voyez, si on découvre si on lève un tant soit peu la couverture en dessous, tout ce qui se passe aujourd'hui, pour voir les fondements philosophiques qui sous-tendent tout ça, on se dit que c'est pas assez peu en fin de compte. Hein. Donc, d'où, si vous êtes arrivé à ces cours-là, et si vous n'avez pas bien suivi les cours précédents, d'où toute l'importance de retrouver ces cours ou d'autres
mes cours ou d'autres, hein, c'est pas... Je suis pas exclusif, malheureusement, il n'y a plus beaucoup, hein, c'est pas pour me vanter, mais il n'y a plus beaucoup d'enseignements comme ça aujourd'hui, maintenant, justement, parce que tout a été infecté, plus ou moins, hein, par toutes ces doctrines délétères. Donc, oui, les communistes ne doivent pas être des adversaires à abattre, mais des hommes à convertir à Jésus-Christ. Donc, oui, pour parler de ces cours qu'on donne, faire revenir les gens à l'obligation pour la pensée d'être conforme à la réalité, s'il y avait être une pensée authentique. Voyez. Sinon, s'il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien, comme on l'a signalé plusieurs fois. Et puis aussi, dans ce fait de croire que tout est matériel, qu'il n'y a rien d'immatériel, et ben, une fois qu'on est revenu à l'authenticité de la pensée, là on redécouvre l'immatériel, etc. Et, vous voyez, tout un chemin de... Et donc on a donné les arguments, des arguments principaux dans ces cours pour montrer aux gens comment revenir à une seule raison, hein, que tout cela, toute cette monstrueuse construction destructrice est une horreur, est une monstruosité. Hein. Et par conséquent, le seul espoir que nous pouvons avoir pour le monde de demain, c'est le travail apostolique et missionnaire de l'Église pour convertir l'humanité à Jésus-Christ et tout fonder en Jésus-Christ. Bon, pour ça, ici, il faut retravailler la terre, hein, parce qu'on sait que si on sème, Jésus lui-même l'a dit, hein, si on sème la graine de la foi dans une terre envahie par les ronces ou sur les chemins ou là où il n'y a que des pierres, elle n'aura pas beaucoup de chances de pousser. Et donc, le nettoyage de la terre, l'amendement de la terre, ça sera assez avec ces doctrines qu'on essaye d'exposer le moins mal possible dans ces cours, retrouver le bon sens, tout simplement le bon sens, mais le bon sens philosophique profondément fondé, parce que le mal est profond, et pour un mal profond, il faut que le remède soit très efficace. Hein. Et par conséquent, le seul espoir de demain, oui, voilà ce qu'on a dit, que nous pouvons avoir pour le monde de demain, c'est le travail apostolique missionnaire de l'Église pour convertir l'humanité à Jésus-Christ et tout fonder en Jésus-Christ. Alors on dira, oui, mais Jésus est Dieu, etc. Ben oui, il est Dieu, il va nous aider à faire ça, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer de retrouver le bon sens avant d'entrer dans la foi. Tous les pouvoirs politiques du monde se sont laissés duper par le communisme. Le seul souverain qui ne se soit pas fait duper, c'est le roc inébranlable constitué par le souverain pontife contre lequel tous les flots du communisme viennent échouer. Et cela, les communistes le savent parfaitement. En Chine, où le communisme est maître du pays, où les chrétiens sont 1,5% de la population entière en prison, dans le petit catéchisme marxiste que tous les enfants chinois apprennent à l'école, il y a la question « Quel est notre principal adversaire ?» On leur fait répondre « L'adversaire, ce ne sont pas les bombes et les canons de l'Amérique, que nous ne croyons nullement, mais l'Église catholique, que nous devons employer tous les moyens à détruire. » Vous voyez, ça c'est vérifiable. Hein. Un missionnaire expulsé de Chine après un long séjour en prison a raconté qu'un jour son gardien de prison lui a demandé « Qu'est-ce que donc que le pape ? Qu'est-ce que donc que le pape dont on nous parle tout le temps dans nos cercles d'études marxistes ?» Le missionnaire lui dit « Pourquoi vous parle-t-on tout le temps du pape ?» Il répondit « Qu'est-ce qui va être fort cet homme-là pour qu'ils en aient si peur ?» Et tout ça, c'est des histoires réelles. Hein.
Face au communisme, il n'y a rien d'autre que le christianisme. Bon, pourquoi le pape est fort? C'est pas par lui-même, on le sait, on l'a compris, d'après ce qu'on a dit, c'est d'après l'assurance de Jésus-Christ, Dieu qui a assuré, qui a promis à Saint Pierre et à ses successeurs par là même qu'il sera le chef de l'Église et que les portes de l'enfer ne leur porteront pas sur elle, c'est-à-dire que Dieu, Jésus-Christ, la soutiendra de manière à ce qu'elle reste debout, et elle prendra des coups, elle en prend, elle en a pris, elle en prendra encore, mais jamais les portes de l'enfer ne l'emporteront sur elle. Et on a compris ce communisme, hein, il n'y a rien de mieux pour représenter les portes de l'enfer. Hein. Donc face au communisme, il n'y a rien d'autre que le christianisme. Nous voyons ainsi quelle responsabilité nous avons aujourd'hui, c'est de nous mettre au service du Christ pour tout ramener à Jésus-Christ. Il faut d'abord enseigner la vérité chrétienne dont nous allons, dans la prochaine partie, l'année prochaine, nous pénétrer avec le cours de théologie. Mais on ne peut pas enseigner une vérité dont on ne vit pas. Pardon. On voit alors la nécessité d'avoir nos vies totalement transformées par Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ ramène à lui, à travers nous, tout ce monde qui nous entoure. C'est l'unique conclusion que l'on peut tirer d'une étude sur le communisme. Voilà, vous voyez ce cours très fort, qui nous met en face de nos responsabilités par rapport à ce monde. En tant que chrétien, comme le rappelait notre pape François, le chrétien ne doit pas être un pantouflard, hein, il doit sortir au-devant de tous pour annoncer Jésus-Christ. Et d'abord se laisser lui-même transformer par Jésus-Christ. Voilà, ce cours est fini, cette deuxième année est finie. Voilà, deuxième année dans le sens, oui, vous avez compris. À bientôt pour la troisième année en théologie, vous allez voir, on a des cours, des superbes cours, une superbe doctrine, voilà. À bientôt, bon travail, travaillez bien vos cours. Hein, si vous avez mal suivi le début, ben reprenez-le parce que vous n'aurez, il y a un splendide panorama à découvrir dans la troisième année, mais seulement si on a bien suivi les 2 premières années. Hein. Bon, dans la mesure du possible, hein, on ne demande pas à ce que vous deveniez capable, quoi que ce soit souhaitable, de vous-même donner ces cours par la suite, mais au moins d'en avoir compris l'essentiel, compris et retenu. Voilà, à bientôt.